Merci, Dr. Devarsine. Alors, rebonjour à tous. On va parler maintenant d'un thème qui est en fait, c'est une question courante, de pratique courante, en particulier que ce soit pour le médecin de première ligne, pour l'urgentiste, mais également pour le cardiologue et même pour le neurologue, à savoir les urgences hypertensives. Alors, je pense que vous avez certainement rencontré les termes suivants, à savoir, donc on sait tous qu'est-ce que c'est qu'une HTA, mais certainement vous avez entendu parler de crise hypertensive, d'hypertension artérielle maligne, d'urgence hypertensive. Alors, le monde topo va essayer en fait d'éclaircir tout ça, ainsi que la conduite à tenir dédiée pour chaque situation. Donc, juste un peu d'épidémiologie. Aux États-Unis, par exemple, donc on sait que près de 10% des patients qui se présentent aux services d'urgence hospitalière, ils avaient des chiffres de pression artérielle dans la plage des urgences hypertensives, c'est-à-dire au-delà de 180 sur 110, on va le voir, avec une incidence croissante de plus de 10% par an. Cependant, une seule petite partie de ces poussées hypertensives représente deux véritables urgences hypertensives. Donc, la prévalence des poussées hypertensives sévères, en fait, simple, c'est 0,9%. Les urgences, c'est 0,3%, respectivement. C'est selon les études américaines. Une notion importante également, c'est que 1 à 2% des patients hypertendus vont connaître une crise hypertensive à un moment donné de leur vie, surtout en cas d'hypertension artérielle secondaire. Donc, le message clé déjà avant de commencer, c'est que toute urgence hypertensive sans facteur déclenchant détecté, a fortiori, elle doit, surtout lorsqu'elle est répétée, elle doit faire rechercher une hypertension artérielle secondaire. Alors donc, je vais commencer un peu pour donner la classification. Si on essaie de schématiser un peu en l'abscisse, en fait, la gravité des symptômes fonctionnels qu'on peut rencontrer au cours d'une hypertension artérielle, et que l'on met les chiffres tensionnels en ordonnée, on peut en fait placer par exemple dans le quart en bas une pression artérielle normale. Un peu au-dessus, en fait, c'est la pression artérielle élevée selon la nouvelle classification. Par la suite, l'hypertension artérielle. Et pour une pression artérielle supérieure à 180 sur 10 survenant de façon aiguë, on définit la crise hypertensive. Je rappelle que la crise hypertensive, elle est le plus souvent asymptomatique ou bien paucisymptomatique, donc le plus fréquemment ce sont des céphalées. Sinon, si on a en fait une urgence hypertensive, c'est-à-dire c'est une crise hypertensive, mais avec le mot-clé signe de souffrance viscérale, là on est dans les urgences hypertensives. Donc crise hypertensive, urgence hypertensive. Vous voyez que j'ai mis en fait en pointillé le cut-off à partir duquel on définit une urgence hypertensive. Parce qu'en fait, c'est pas bien standardisé comme pour la simple crise hypertensive. Autrement dit, selon les recommandations, par exemple, de l'ESC 2024, l'urgence hypertensive est définie par une pression artérielle supérieure ou égale à 180 sur 110 avec souffrance viscérale. Par contre, certains autres auteurs, ils disent que le plus souvent, ces chiffres tensionnels sont supérieurs à 180. Donc, c'est le plus souvent, mais c'est pas un critère obligatoire pour parler d'urgence hypertensive. Dans les urgences hypertensives, on a l'hypertension artérielle maligne, donc on va voir qu'est-ce que c'est. Alors, je reviens juste donc un peu aux symptômes. Quels sont les symptômes qui permettent un peu, juste en examinant de façon clinique le patient, est-ce qu'on peut prédire, est-ce que c'est une urgence ou c'est pas urgent? Là, je vais rapporter deux études. La première, on voit que les céphalées, l'épistaxis, ainsi la légère agitation, c'est plutôt en faveur de la non-urgence, c'est-à-dire une simple poussée. Par contre, la présence de douleurs thoraciques, de dyspnées, en particulier de déficit neurologique, ce sont des éléments cliniques qui orientent plutôt vers l'existence d'une vraie urgence hypertensive. On trouve les mêmes choses, donc les mêmes résultats sur cette deuxième étude. Donc, si on a en fait des céphalées, en fait les simples céphalées, c'est des symptômes classiques en cas de poussée hypertensive qui sont rarement associés à une vraie urgence, même chose que l'épistaxis. Alors donc, en ce qui concerne maintenant les vraies urgences, c'est quoi en fait? C'est défini, c'est une élévation présumément aiguë et sévère de la pression artérielle. C'est défini comme étant une HTA le plus souvent sévère, avec obligatoirement une atteinte aiguë des organes cibles et qui met en jeu le pronostic vital. Donc, par définition, c'est une urgence. C'est une urgence hypertensive. Pourquoi?
parce que l'HTA, elle va jouer le rôle soit de déclencheur, c'est la crise hypertensive qui a abouti à la lésion de l'organe cible, ou bien c'est un facteur favorisant ou bien aggravant de l'atteinte cible. Et ainsi, quels sont ces organes cibles qui peuvent être touchés? Bien évidemment, on a le cœur, le rein, les vaisseaux, le cerveau et la microcirculation, c'est-à-dire de l'œil. Donc ainsi, si on veut classer les urgences hypertensives en matière en concernant le rôle de l'hypertension artérielle dans l'atteinte des organes cibles, on va distinguer le premier groupe, c'est-à-dire où l'urgence ou l'hypertension artérielle, elle va aggraver le tableau clinique. Donc, en particulier, si on a une hémorragie ménagée, un accident vasculaire cérébral, lorsqu'il y a un syndrome coronarien aigu, lorsqu'il y a de l'OAPI, lorsqu'il y a une dissection aortique. Deuxième situation, les vraies urgences, c'est-à-dire que l'HTA là, c'est elle qui a déclenché la lésion, c'est-à-dire les lésions vasculaires, en particulier c'est l'HTA maligne et la prééclampsie. Et avec cela, on a une catégorie de situations qui sont apparentées aux urgences hypertensives. C'est le cas du phéochromocytome, la sténose de l'artère rénale et la prise de certains drogues. Ce sont ces situations-là où on doit parler en fait d'urgence hypertensive. Donc en fait la nuance entre ces éléments-là, c'est surtout le rôle de l'hypertension artérielle. Par exemple, on peut avoir un syndrome coronarien aigu, donc mécanisme ischémique, chez un patient hypertendu. Le fait qu'il ait des chiffres tensionnels élevés pendant le syndrome coronarien aigu, ça va aggraver le pronostic, d'où la notion de l'urgence. Mais c'est pas obligatoirement que la poussée hypertensive, c'est elle qui a donné le syndrome coronarien aigu, par opposition, par exemple, à l'hypertension artérielle maligne ou bien à l'éclampsie. Alors, je vais revenir un peu sur l'hypertension artérielle maligne parce que c'est une entité d'urgence, en fait, qui est un peu particulière, spécifique, avec surtout un mécanisme physiopathologique qui est un peu, spécifique. En fait, on l'a défini comme étant une défaillance ischémique d'un ou bien plusieurs organes du fait de modifications microvasculaires qui sont liées à l'élévation de la pression artérielle. Donc, c'est quoi la physiopathologie, en fait? Donc, sur ce schéma, en fait, on a une poussée hypertensive initiale. Par la suite, ça va donner en fait une atteinte une poussée hypertensive au niveau des vaisseaux de moyen calibre. Ces vaisseaux de moyen calibre, ils ont d'habitude le rôle en fait de protecteurs grâce à leur pulsatilité, la vasoconstriction. Ils vont protéger la microcirculation contre les poussées importantes. Donc, une fois dépassé à cause de cette élévation aiguë, il va y avoir surtout une atteinte ischémique de la microcirculation, des lésions endothéliales, avec extravasation d'éléments d'inflammation, d'éléments d'agrégation plaquettaire, une sorte avec des dépôts même dans la microcirculation qui vont activer les systèmes nerveux autonomes et endocriniens, une cascade d'inflammation, etc., ce qui va activer le système rénine-angiotensin-aldostérone. Le système rénine-angiotensin-aldostérone aussi, donc lui-même, il est délétère par ses effets pro-inflammatoires, pro-angiopathiques, etc., avec des lésions également directes au niveau du rein, ce qui va entretenir la poussée hypertensive et c'est un cercle vicieux. Donc le deuxième élément également important dans la physiopathologie de l'HTA maligne, c'est cette notion d'hypovolémie relative qui est secondaire à l'augmentation de la natriurèse par l'hyperaldostéronisme qui est secondaire. Donc il y a en fait ce cercle vicieux, en fait, il va entretenir en même temps l'activation du système SRA, donc d'où en fait le cercle vicieux et la gravité de cette pathologie et d'où également cette notion d'hypovolémie relative, on va y revenir par la suite, et avec la contre-indication des diurétiques dans cette forme particulière de crise hypertensive. Alors, les atteintes cliniques en cas d'HTA maligne, en particulier, c'est l'atteinte rétinienne. On trouve ça comme critère déjà de diagnostic positif. C'est un reflet direct de l'atteinte de la microcirculation. Pourquoi? En fait, ça a été rapporté depuis des années. En fait, on a défini la rétinopathie caractéristique dans l'HTA maligne comme une condition nécessaire et suffisante au diagnostic. Le patient, il peut avoir ou non des symptômes. Et en fait, la rétinopathie, elle a été classée en différents grades. Grade 1, 2, 3 et 4. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé une HTA maligne? Parce qu'on a démontré que le pronostic des patients qui avaient une rétinopathie stade 4, c'est-à-dire de l'œdème papillaire,
il avait une survie à 3 ans de 6%. C'est l'équivalent d'une survie d'un cancer, d'où le terme de maligne. Donc ainsi, on insiste, on donne beaucoup d'importance à la sémiologie de l'atteinte rétinienne pour faire le diagnostic positif, à savoir des irrégularités du calibre artériel, des exsudats, des hémorragies en flamèche, de l'œdème papillaire, c'est-à-dire tous ces éléments d'atteinte de la microcirculation et d'atteinte de l'endothélium. La microcirculation, donc la plus accessible à explorer, c'est en fait le fond d'œil tout simplement. Donc, mais finalement, lorsqu'on parle d'hypertension artérielle maligne, il faut savoir que tout l'endothélium qui souffre de cette poussée hypertensive, et donc on peut avoir les mêmes lésions similaires sur le plan mécanistique au niveau, aussi bien au niveau cérébral, au niveau rénal, etc. Et donc, ainsi, au cours de l'HTA maligne également, on peut avoir de l'œdème cérébral avec de l'hypertension intracrânienne. Ainsi, on peut avoir des troubles de la conscience, des céphalées, des convulsions. On peut avoir le Press syndrome, donc avec des troubles visuels en rapport avec une cécité corticale. On peut avoir également une atteinte rénale qui est le plus souvent tardive, avec une ischémie glomérulaire qui est persistante, qui peut aboutir à la néphroangiosclérose maligne. On peut avoir également une microangiopathie, donc thrombotique. Donc, raison pour laquelle, fréquemment, on trouve cette définition de l'HTA maligne, c'est-à-dire c'est une augmentation de la pression artérielle à un niveau habituel. Le plus souvent, on retient surtout le chiffre diastolique au-delà de 130 mm de mercure, avec un œdème papillaire au fond d'œil, témoin d'une atteinte microangiopathique, donc associant souvent des atteintes ophtalmologiques, neurologiques et rénales. Alors, on sait tous que sur le plan pratique, c'est pas facile souvent de faire un fond d'œil en situation d'urgence. Parfois, c'est plus simple de faire une IRM cérébrale que faire un fond d'œil, raison pour laquelle on essaie de trouver de nouvelles définitions, critères diagnostiques de l'hypertension artérielle, donc maligne, sans se baser sur ces critères fond d'œil. Et donc là, on définit si le patient il a une poussée hypertensive avec une pression artérielle au-delà de 130 de diastolique, avec l'atteinte d'au moins 3 organes cibles par rapport aux 4, on peut parler également d'une hypertension artérielle maligne. On a parlé que donc la prise en charge, elle doit rechercher le facteur déclenchant. En matière d'HTA maligne, en fait, le facteur déclenchant, on ne trouve pas dans 50% des cas, mais souvent ça peut être une atteinte rénale qui est la cause, ça peut être la sténose rénale, les glomérulonéphrite, etc. C'est la même chose sur diverses études. Donc, dans 50% des cas, cette urgence hypertensive sous forme d'HTA maligne n'a pas d'étiologie claire. Alors, on va revenir maintenant aux autres urgences hypertensives. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic sur le plan pratique? Bien évidemment, on a cette poussée hypertensive importante avec un point d'appel sur l'un ou l'autre des atteintes viscérales. Comment est-ce qu'on doit faire les examens complémentaires? Bien évidemment, il y a un bilan biologique standard, mais ça doit être orienté en fonction du contexte clinique. Le bilan rénal doit être systématique. Le bilan hématologique, en particulier si on suspecte une HTA maligne, en particulier NFS plaquettes et même dosage, donc un bilan de coagulation. Si on a une suspicion de syndrome coronarien aigu dans un contexte de poussée hypertensive, il faut faire le dosage des troponines. Et si on a en fait une suspicion de cause toxique déclenchante, on peut faire donc une recherche toxicologique. Et d'un point de vue autre examen paraclinique, le CG, l'imagerie. Le CG donc doit être systématique, en particulier chez les diabétiques. La radiographie thorax, l'échographie cardiaque, le fond d'œil, l'imagerie cérébrale, le scanner, mais idéalement une IRM cérébrale chaque fois qu'on a un déficit clinique. Et puis, s'il y a un doute sur un tableau de dissection aortique, bien évidemment, une imagerie aortique. Alors, quels sont les principes de prise en charge, en fait, des urgences hypertensives d'une façon générale? Donc, il faut déjà, donc, comme on l'a dit, on a différencié qu'est-ce que c'est une poussée simple urgence. Du moment que c'est une urgence, donc, elle met en jeu le pronostic vital. Il faut hospitaliser le patient en unité de soins intensifs cardiologiques ou bien en réanimation. L'hypertension artérielle est associée à une urgence. Donc, deux principes, deux volets de la prise en charge. Il faut prendre en charge l'insuffisance d'organes associés. Et dans ce cas-là, on va se référer en fait au principe de prise en charge d'un OAP, par exemple, d'un syndrome coronarien aigu, d'une dissection aortique, etc. Et en plus, on va donc, s'il y a une indication opératoire, par exemple, dans le contexte d'une dissection, et sinon, il faut essayer à baisser ces chiffres tensionnels. Comment est-ce qu'on va baisser les chiffres tensionnels? Là, on a 3 cas de figure. Donc, il faut bien examiner donc le patient sur le plan neurologique. Ça, c'est très important. Chaque fois qu'on a en fait un déficit neurologique, il faut jamais baisser des chiffres tensionnels avant de faire une imagerie cérébrale. Ça, c'est obligatoire. Pourquoi? C'est pour ne pas méconnaître un AVC ischémique ou bien hémorragique.
On va le voir par la suite parce que cette pression artérielle initialement haute, elle est importante pour le pronostic des patients par la suite. Le fait de la baisser brutalement, ça va alourdir le pronostic des patients. Deuxièmement, en dehors d'un contexte d'AVC, on va voir pour les autres situations, par exemple un OAP, dissection, syndrome coronarien. Là, c'est une situation qui rend nécessaire un contrôle urgent de la pression artérielle à court terme. Donc, immédiatement, on va donner souvent un traitement par voie IV pour baisser la pression artérielle rapidement inférieure à 140 mm de mercure et en cas de dissection même jusqu'à 120 et 110 mm de mercure. Troisième situation, si on n'a pas de vraie urgence, la baisse, elle doit être progressive, donc à peu près baisser de 25% en 2 heures pour atteindre un objectif de 160 dans les 2 à 6 heures par la suite, donc une normalisation de la pression artérielle au bout de 48 heures. Donc en fait, en fonction de l'urgence qui se présente, en fait, le pourcentage de baisse de la pression artérielle, la cible thérapeutique, ainsi que le protocole à suivre, en particulier en matière d'imagerie cérébrale, ça diffère. Quelles sont les molécules? C'est des traitements IV, en fait. Le plus souvent, qu'est-ce qu'on a? On a surtout ce qui est disponible, donc les inhibiteurs calciques, c'est la nicardipine en IV. Sinon, en fonction du contexte, et bien évidemment, si c'est un OAP, un syndrome coronarien aigu, c'est les dérivés nitrés pour leur effet vasodilatateur, mais on sait que, en fait, c'est un peu illusoire de baisser les chiffres tensionnels juste par les dérivés nitrés. Même si on dit que les inhibiteurs calciques tachycardisants, c'est contre-indiqué en cas à la phase aiguë d'un infarctus, par exemple, si les chiffres tensionnels persistent très élevés, ça reste une contre-indication relative, il faut les administrer avec les dérivés nitrés. Donc même chose pour l'OAP, etc. On peut utiliser également un alpha-bloquant, l'uratidipyl IV, donc on dispose pas de ça en Tunisie. Et puis là, c'est un tableau qui résume un peu quelles sont les principales molécules en fonction de la situation clinique. Alors, juste un mot sur l'HTA maligne et en fait la particularité et de par le mécanisme qu'on a vu, il faut en fait, à cause de cette situation d'hypovolémie relative, en fait, on recommande d'hydrater les patients par du sérum salé pour casser en fait ce cercle vicieux et puis pour le traitement des patients pour essayer de baisser un peu les pressions artérielles. Ça paraît un peu bizarre de donner du sérum physiologique à un patient qui a déjà des chiffres tensionnels élevés, mais c'est spécifique à cette entité d'HTA à cause de l'hypovolémie relative. Les diurétiques sont contre-indiqués et puis on peut introduire des IEC, des ARA2 pour bloquer le système rénine-angiotensin des retours en euvolémie. Donc, pour les mesures associées, elles sont aussi importantes, surtout que la chute initiale de la pression artérielle par voie IV, via la surveillance rapprochée et surtout la prise en charge d'une éventuelle cause curable, notamment la recherche d'une HTA secondaire. Bien évidemment, par l'interrogatoire, on doit essayer de rechercher quels sont les facteurs déclenchants, même si on a vu que dans 50% des cas, on n'a pas d'étiologie évidente à cette urgence hypertensive. Donc, un mot sur l'urgence hypertensive dans le contexte d'AVC. En fait, ça nécessite de plus en plus d'intérêt aussi bien le neurologue en fait vasculaire que le cardiologue. Pourquoi? Parce que dans le contexte d'un AVC ischémique, en fait, il y a ce qu'on appelle la zone de nécrose vraie, il y a le parenchyme cérébral sain et entre les deux, il y a une zone de pénombre. Cette zone de pénombre, en fait, il y a des facteurs qui peuvent précipiter l'évolution vers un infarctus. L'hypertension artérielle fait partie de ces facteurs. Donc l'objectif, c'est en fait de préserver cette pression artérielle, pas trop élevée, pas trop basse, pour donc préserver cette zone de pénombre. Deuxième élément au cours d'un AVC ischémique, c'est qu'il y a une perte de l'autorégulation du débit sanguin cérébral en phase aiguë d'un infarctus. Donc, la perfusion cérébrale, elle va dépendre seulement du niveau de chiffre de pression artérielle systémique. Ainsi, vous comprenez que si on va baisser trop les pressions artérielles à la phase aiguë d'un AVC ischémique, on risque de compromettre en fait cette autorégulation avec donc une extension de l'ischémie cérébrale. Alors, pour l'AVC hémorragique également, on a montré que la pression artérielle en fait est trop élevée. Elle va favoriser la croissance ainsi que le volume final de l'hémorragie, ce qui va aggraver le pronostic. Et donc, en fait, si on va revoir toutes les études,
il faut toujours se rappeler que dans un contexte d'AVC, en fait, la prise en charge, elle doit faire la part déjà entre un AVC ischémique et un AVC donc hémorragique. Et puis, il faut jamais faire de traitement, donner de traitement hypotenseur sans imagerie cérébrale et artérielle en urgence. Puisqu'on a donc montré toute cette histoire, donc d'un point de vue physiopathologique de corrélation entre les chiffres de pression systolique et la zone de pénombre ainsi que la mortalité, mais également basé sur donc des études. Voilà, donc c'est la même chose également en fait que l'hypertension artérielle au cours d'un AVC hémorragique. Ainsi en fait, en cas d'AVC ischémique, en fait, c'est une abstention thérapeutique. Il faut jamais des chiffres tensionnés, baisser, donner du traitement anti-hypertenseur pour un patient qui a un AVC ischémique, même si les chiffres tensionnels sont élevés. Cette méta-analyse, elle a montré qu'il n'y a aucun bénéfice à traiter l'HTA en phase aiguë d'un infarctus cérébral. Au contraire, si on va baisser trop les chiffres tensionnels, on va aggraver le pronostic du patient. Donc, juste en fait, puisqu'on fait de plus en plus de thrombolyse en phase aiguë d'AVC, en fait, c'est pas le même raisonnement si le patient va avoir de thrombolyse, parce qu'on sait en fait que si la pression artérielle également est trop basse, est trop élevée, il y a un risque de transformation hémorragique avec la thrombolyse. Donc la question c'est que à partir de quel seuil on va administrer un traitement en cas de phase aiguë, et ça selon les dernières recommandations de l'ESC 2024. Pour les patients qui vont subir une thrombolyse, donc on va baisser de façon prudente pendant les 24 premières heures les chiffres tensionnels chaque fois que ça dépasse les 180-105, donc c'est-à-dire 160, même s'il va faire une thrombolyse, c'est pas la peine, il faut pas la baisser. C'est pas le même raisonnement lorsqu'on on a un infarctus du myocarde par exemple. Par contre, pour les autres patients, AVC ischémique sans projet de thrombolyse, en fait, on doit garder les chiffres tensionnels jusqu'à un cutoff de 220-110. S'il a 190 mm de mercure, 200 mm de mercure à la phase aiguë d'un AVC ischémique, en fait, il faut pas baisser sa pression artérielle, il faut pas introduire des molécules antihypertensives parce que ça va aggraver l'extension de l'ischémie ainsi que le risque de déficit par la suite. Et si on va baisser, la baisse, elle doit être pas plus que 15% durant les premières 24 heures. Voilà. Alors, pour l'AVC hémorragique, en fait, à part cette notion de chiffre tensionnel, il y a une deuxième notion importante, c'est la notion de variabilité, en fait. Le fait que c'est trop bas par la suite, ça monte de façon brutale. Également, ça montrait une mauvaise corrélation avec le pronostic du patient, raison pour laquelle également, donc, pour les nouvelles recommandations de l'ESC, en fait, pour les patients, en fait, qui ont un AVC, donc, hémorragique, on doit baisser en fait avec un objectif entre 140 et 160 mm de mercure, pas plus. Et en plus, l'élément le plus important en matière d'AVC hémorragique, il faut pas que ça soit une baisse brutale et la baisse ne doit pas dépasser les 70 mm de mercure. Ça, c'est les principes généraux de prise en charge en fait de l'AVC avec une urgence hypertensive. Alors, donc, si je résume un peu, donc, vous l'avez bien compris, donc, pression artérielle avec souffrance viscérale, c'est une urgence. Il faut hospitaliser le patient. Il faut baisser rapidement la pression artérielle, mais après une imagerie cérébrale obligatoire en cas de déficit neurologique. L'imagerie en matière de déficit, c'est le scanner, mais idéalement, c'est l'IRM cérébral parce que le scanner ne va pas détecter les AVC donc précoces. Dans les autres situations, si vous avez un patient aux urgences qui a plus que 182 systoliques, mais sans signe de souffrance, c'est pas la peine de s'affoler. Il faut pas donner même donc un traitement par voie IV. Donc il faut un petit repos de quelques heures, introduire en fait un médicament par voie orale et progressif, mais je pense que le plus important pour cette deuxième catégorie, c'est surtout d'assurer le suivi de ces patients, chose qui n'est pas souvent faite, c'est-à-dire on va essayer d'avoir des chiffres tensionnels dans la cible maximum dans les 3 mois. Donc, en conclusion, les urgences hypertensives, c'est des HTA sévères avec une complication viscérale. Donc, dans ces urgences, il faut hospitaliser les patients par voie IV pour l'OAP, la dissection, l'HTA maligne et l'infarctus et l'éclampsie. Par contre, dans l'AVC, il faut s'abstenir jusqu'à imagerie. Ça, c'est le message clé. Dans l'HTA sévère hors de l'urgence, il n'y a pas d'indication à un traitement parentéral. Il faut mettre rapidement en place un traitement oral.
Et dans tous les cas, le plus important, c'est d'assurer une surveillance rapprochée. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Yousra, pour cette étude, pour cette brillante communication. On a compris qu'il y a l'HTA sévère, chronique, qui ne cause aucun problème, donc on le voit quotidiennement dans nos consultations, et les poussées hypertensives qui sont secondaires à autre chose, et donc il faut s'occuper de la cause, et les chiffres tensionnels, on va le baisser cas par cas, je pense. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que quand même les urgences, c'est pas une situation très fréquente en pratique. À part, par exemple, la dissection, c'est-à-dire les atteintes secondaires à la poussée hypertensive, c'est pas très fréquent. On peut avoir un OAP avec des chiffres tensionnels élevés chez un patient hypertendu, un syndrome coronarien aigu avec une poussée hypertensive, mais c'est pas l'HTA qui a causé cet événement aigu. Par contre, c'est-à-dire la vraie atteinte viscérale secondaire à la poussée hypertensive, je pense que c'est très rare. Bon, peut-être que les dissections chez les obstétriciens, c'est l'éclampsie. Donc, on passe à la communication suivante. La conduite à tenir devant les extrasystoles. À vous la parole, professeur Yousra. Alors, sans plus tarder, on va entamer un deuxième sujet, donc un peu différent du premier, mais qui est toujours un problème, que ce soit pour le médecin généraliste, mais également pour le cardiologue, à savoir quelle est notre conduite si on va découvrir des extrasystoles ventriculaires donc chez un patient. Alors, je rappelle juste pour donc que ces extrasystoles, en fait, c'est une dépolarisation prématurée du cœur au niveau du tissu conductif intraventriculaire ou bien du myocarde, c'est au-dessous de la bifurcation. Ces extrasystoles, donc, c'est un battement prématuré qu'on va diagnostiquer facilement à l'électrocardiogramme par un aspect de QRS large qui est différent de l'aspect du QRS sinusal et qu'on va essayer un peu d'étudier ses particularités sémiologiques pour essayer d'avoir une prise en charge. Donc, souvent, on décrit les extrasystoles ventriculaires en se basant sur des éléments sémiologiques à l'ECG. On peut parler par exemple d'une extrasystole avec un repos compensateur, donc où l'espace, l'intervalle RR, il est 2 fois en fait l'espace RR normal. On peut également juste un point. Donc on parle également d'extrasystole interpolée si on n'a pas ce repos compensateur. Sinon, un élément important pour prédire de la gravité à court terme de l'extrasystole, c'est la notion de couplage, c'est-à-dire la survenue par rapport à l'onde T, qui est la période vulnérable du ventricule. Donc ça, c'est un couplage fixe ou bien variable. On peut avoir surtout un couplage court, c'est-à-dire que l'extrasystole, elle survient presque immédiatement sur l'onde T. Alors, donc ces extrasystoles, soit c'est un patient symptomatique avec des palpitations, sinon ça peut être une découverte fortuite. Pourquoi est-ce qu'il faut faire un bilan bien détaillé des extrasystoles, essentiellement pour répondre à ces questions, essentiellement, est-ce que c'est des ESV dites bénignes ou bien malignes, entre guillemets? C'est-à-dire maligne, c'est quoi le risque lié à ces extrasystoles, et puis est-ce qu'elle nécessite une prise en charge spécifique? Donc, on s'inquiète devant des extrasystoles parce qu'on peut avoir 3 types de risques. Essentiellement, c'est le risque de mort subite. Sinon, ce risque de mort subite, il faut savoir que c'est l'extrasystole, lui, mais c'est surtout parce qu'une ESV, elle cache une cardiopathie structurelle. Ça, c'est l'élément le plus important. Et sinon, dans un cas plus rare, c'est moins inquiétant que les 2 autres premières complications. C'est la notion de cardiomyopathie rythmique qui est secondaire à des extrasystoles ventriculaires.
Alors, il faut savoir également, on parle d'extrasystole, mais c'est pas toujours pathologique, puisque sur des holters, on a montré que 50% des patients au-delà de 50 ans, ils vont présenter des extrasystoles sur un ECG de 24 heures. Ça peut être physiologique. Si on va, en fait, la prévalence de ces extrasystoles, donc, elle va augmenter avec l'âge, même en l'absence de cardiopathie. Donc, c'est 1% chez l'enfant, c'est 9% au-delà de 70 ans. Donc, l'enjeu de prise en charge devant une extrasystole, c'est de dire, est-ce que l'ESV, elle est maligne, elle est tueuse, oui ou non? Il y a là, en fait, les rythmologues, ils ont essayé de faire sortir un certain d'éléments en rapport avec la sémiologie de l'ESV sur l'ECG, mais également sur la cardiopathie sous-jacente pour parler d'extrasystole plutôt bénigne et rassurante, si on la voit première intention, ou bien maligne. Donc, l'élément le plus important, c'est la cardiopathie sous-jacente. Une ESV sur cœur sain, elle est toujours bénigne, le plus souvent bénigne, par rapport donc à une ESV sur cardiopathie. C'est en fait le type et la sévérité de la cardiopathie qui vont dicter le pronostic lié aux extrasystoles ventriculaires. C'est pas l'ESV en elle-même. Sinon, un aspect ample, pointu, avec un axe inférieur, ça a des ESV bénignes lorsqu'elles sont monophasiques, lorsqu'elles ne sont pas répétitives avec un couplage fixe lent, lorsqu'elles ne sont pas très nombreuses également, et puis lorsqu'il n'y a pas de tachycardie ventriculaire associée à l'holter, ce sont tous des éléments rassurants en faveur de la bénignité. Et là, des exemples, par exemple, ça, le premier exemple, c'est des ESV, typiquement ce qu'on appelle les ESV infundibulaires. Donc, ce qu'on trouve ici, c'est des ESV donc pointus avec un axe donc inférieur, type de retard gauche. Donc, c'est des extrasystoles en fait qui émanent de la chambre de chasse du ventricule droit le plus souvent et qui sont plus ou moins rassurants, à condition de faire bien attention à l'ECG et d'exclure d'autres diagnostics différentiels, en particulier le diagnostic de dysplasie arythmogène du ventricule droit. Donc, j'insiste un peu sur cette notion de couplage court, en fait, parce que c'est un élément qui peut, mettre en jeu le pronostic à court terme avec un risque en particulier de passage en torsade de pointe ou bien de tachycardie ventriculaire, telle que soit l'étiologie, même sur un trouble ionique simple. Si on a un phénomène R sur T, il faut faire attention. Là, par exemple, c'était le cas d'un patient qu'on a pris en charge 25 ans sans antécédent, mais il s'est présenté pour une syncope. On voit sur son ECG donc ces extrasystoles ventriculaires, mais surtout avec ce phénomène R sur T. L'écho, l'IRM était tout à fait normal. À l'épreuve d'effort, il n'y avait rien. Mais en fait, sur son ECG, lorsqu'il était hospitalisé, en fait, on a mis en évidence pendant la syncope, la survenue de cette torsade de pointe, d'où on a implanté le patient par un défibrillateur. Alors, les extrasystoles également, elles peuvent être malignes parce qu'elles surviennent sur un substrat arythmogène, ce qu'on appelle les canalopathies. Donc ça, comment on fait le diagnostic? Donc ça, c'est des éléments qu'il faut connaître. Donc, en fait, sur l'analyse de l'ECG de surface. Donc, ESV, il faut en fait avoir l'habitude de bien examiner l'électrocardiogramme de surface. On peut avoir beaucoup de renseignements. En particulier, par exemple, on peut faire suspecter le diagnostic d'un syndrome de Brugada avec cet aspect en fait de sus-décalage de bloc de branche droit dans les dérivations précordiales, que ce soit en type 1, 2 ou bien 3. Ça peut être également une repolarisation précoce définie par cette élévation du point J en fait au niveau inférieur ou bien latéral, soit avec un aspect de notch ou bien avec un aspect de slurring. Donc c'est une analyse fine, donc qu'il faut faire systématiquement pour faire un peu le tour, au moins pour exclure les causes qui peuvent être donc évidentes, mais qui peuvent être également graves, qui vont changer la prise en charge du patient. Il faut jamais oublier également à calculer le QT lent, le QT, l'espace QT corrigé devant des extrasystoles ventriculaires. Ce QT, il peut être allongé par définition, c'est plus que 460 chez les femmes, 450 chez les hommes. Les causes, ça peut être acquis, et beaucoup de médicaments peuvent allonger le QT, mais sinon, ça peut être congénital avec des critères diagnostiques qui ont été bien détaillés par les recommandations. Ça peut être également des tachycardies ventriculaires polymorphes. Ça, c'est fréquent chez les adolescents et les enfants. ESV chez un enfant. Donc, il faut faire une épreuve d'effort systématique. Si ça déclenche une TV,
c'est un seul diagnostic, c'est une TB polymorphe catécholergique. Donc, vous pouvez être dans la situation où le patient, il a déjà une cardiopathie connue, et là, il développe une ESV. C'est le cas de la CMH, des cardiomyopathies dilatées. Dans ce cas-là, le bilan, en fait, c'est on va stratifier le risque de ce patient parce qu'on sait que les arythmies, ce sont des cardiopathies qui se compliquent d'arythmies, et donc on va stratifier le risque pour dire est-ce qu'il faut ou non mettre un défibrillateur. Et puis, la troisième situation où le SV, elle peut être menaçante à très court terme, c'est surtout en phase aiguë dans des contextes particuliers, lorsqu'elle survient chez un myocarde qui est très inflammé, etc., en particulier à la phase aiguë d'un infarctus. Donc, une extrasystole, par exemple, avec un phénomène R sur T à la phase aiguë d'un infarctus, elle peut tuer. Par contre, elle n'a pas vraiment de vrai pronostic péjoratif si le patient, il récupère une bonne fonction VG au-delà des 6 semaines. Donc, une myocardite aiguë également, une Takotsubi, etc. Donc, pourquoi le bilan donc de l'ESV? Donc, comme vous l'avez bien compris, c'est surtout pour rechercher la cardiopathie sous-jacente. C'est pour cela qu'on doit rechercher partout. Donc, c'est ça la question. Est-ce que c'est une ESV sur cœur sain ou bien est-ce que c'est une ESV sur cardiopathie sous-jacente? Et puis, pour savoir et pour trouver la cardiopathie, oui, mais pour dire donc de façon simple, il n'y a pas de cardiopathie, c'est toujours relatif. Donc, parfois, on ne peut pas donc le dire à 100%. Par contre, on peut en fait estimer la probabilité d'avoir une cardiopathie par exemple, le nombre, la fréquence de ces extrasystoles ventriculaires, par les signes de malignité qu'on a décrits, par l'existence, par exemple, donc de facteurs de risque, de cardiopathie ischémique, etc. Donc, le bilan, il doit comporter systématiquement une anamnèse pour détailler la symptomatologie, les facteurs favorisant la notion ou non d'une histoire familiale de mort subite, etc. Est-ce que c'est un patient qui présente une syncope ou non? Le CG, comme j'ai dit, donc pour rechercher des anomalies systématiques, des séquelles d'infarctus, une HVG, etc. Mais particulièrement faire attention pour donc les signes. Si on a des extrasystoles à axe inférieur, éliminer une dysplasie arythmogène. Donc rechercher systématiquement votre lande epsilon. Sinon, le CG également pour les rythmologues, surtout, il permet de caractériser l'extrasystole pour savoir d'où naît cette extrasystole ventriculaire. Et puis, l'holtère également doit être systématique. Si vous avez des extrasystoles, on doit faire un holtère pour calculer la charge en ESV en pourcentage par 24 heures, étudier le caractère monomorphe, etc., corréler cela aux symptômes des patients, le couplage, etc. Donc, il faut savoir que sur un holtère, en fait, si on a 2 à 4% d'extrasystoles sur le 24 heures, ça reste toujours, donc ça peut être physiologique. L'épreuve d'effort également, elle doit être faite donc avec une large indication, en particulier en cas de suspicion de tachycardie polymorphe catécholergique. Si j'ai des extrasystoles ventriculaires qui s'accentuent à l'effort, c'est une indication à un bilan plus exhaustif. En fait, et ça permet également d'évaluer la probabilité de la maladie coronarienne. Donc, on a souvent tendance à dire que si l'extrasystole elle augmente à l'effort, c'est pas bien. Mais également, ce n'est pas parce que les extrasystoles disparaissent à l'effort qu'elles sont forcément bénignes. Donc, par exemple, on peut avoir des ESV tueuses dans le contexte d'hypertonie vagale, dans le contexte d'un syndrome de Brugada, etc. Donc, ESV donc qui s'accentuent pas à l'effort, donc c'est rassurant, mais c'est pas un élément discriminatif à lui seul. Voilà. Donc, sinon, l'imagerie également, échographie essentiellement, et puis l'IRM cardiaque qui doit être actuellement obligatoire. Donc, actuellement, si je veux dire j'ai pas de cardiopathie sous-jacente devant des extrasystoles, c'est pas seulement l'échographie. L'IRM doit être obligatoire pour éliminer certaines cardiomyopathies, même débutantes, et puis la coronarographie au cas par cas. Et donc, au terme de cela, on va se trouver devant 3 situations. Soit c'est une extrasystole avec cardiopathie, ou bien c'est une extrasystole donc sans cardiopathie, ou bien ce qu'on appelle donc les extrasystoles ventriculaires idiopathiques. Voilà. Donc, pour ces extrasystoles ventriculaires idiopathiques, il faut savoir que souvent le pronostic il est bon. Donc, surtout si elle émane de la chambre du chasse du ventricule droit,
Toutefois, faire attention. Donc, on peut pas souvent dire à 100% que c'est un cœur sain. Il faut continuer la surveillance des patients pour ne pas passer surtout à côté de la dysplasie arythmogène du ventricule droit, en particulier dans les formes débutantes. Donc, juste un petit mot, en fait, sur la nouvelle notion de cardiomyopathie induite par l'extrasystole ventriculaire. On sait qu'une tachyarrhythmie supraventriculaire très rapide, elle peut, si elle est persistante, donner une dysfonction sévère du ventricule gauche. C'est les cardiomyopathies rythmiques. C'est la même chose, donc on a constaté la même chose lorsque c'est des extrasystoles ventriculaires, ce qu'on appelle une cardiomyopathie rythmique, etc. Mais en fait, cette cardiomyopathie rythmique, elle a induite par les ESV, elle a certaines particularités par rapport à celle qui est induite par les tachycardies supraventriculaires. En fait, on a constaté déjà qu'il y a chez les patients qui ont ça dépend de la charge en extrasystole ventriculaire. Donc, à partir de plus que 20% d'extrasystolie par 24 heures, il a un risque plus important de développer une dysfonction VG liée à l'extrasystole en elle-même. Et puis, on a montré que les patients qui vont bénéficier d'ablation, donc si la charge était importante, ils vont tirer bénéfice de cette ablation, ils vont pouvoir réduire les diamètres télédiastoliques du VG et augmenter leur fraction d'éjection. À partir de quel seuil critique on peut avoir une cardiopathie? Donc, bon, cette étude, elle parle d'un seuil de 24%, mais en fait, il n'y a pas de chiffre magique. Il faut retenir que une ESV ne peut pas engendrer une cardiomyopathie si on a une charge inférieure à 10%. Ça, c'est exceptionnel. Si c'est le cas, c'est que la cardiopathie, c'est elle la cause de l'ESV. Sinon, souvent, on va retenir un chiffre de 15 à 25%, c'est-à-dire à peu près 15 000 à 25 000 extrasystoles par 24 heures pour parler d'imputabilité de ces extrasystolies à la dysfonction du ventricule gauche. Une autre caractéristique de cette ESV, c'est que la diminution de la FEG, elle est graduelle. C'est-à-dire, c'est très progressif. On a suivi des patients, etc. Ça met des années pour altérer la fonction VG et ce n'est jamais une dysfonction sévère. Ça fait partie, donc ça entre toujours dans le cadre de mildly reduced ejection fraction. C'est pas comme les tachyarrhythmies supraventriculaires très rapides où on peut avoir des CMD avec des dysfonctions VG très sévères. Pour les ESV, même si la charge est importante, la dysfonction, tout d'abord, elle est progressive sur plusieurs années, et puis là, l'atteinte n'est pas sévère, donc il n'est jamais urgent, par exemple, d'aller ablater ces extrasystoles ventriculaires. Donc, quels sont les facteurs indépendants qui ont été identifiés qui peuvent faire développer une dysfonction systolique? Bien évidemment, comme on vient de le dire, une charge en ESV importante, entre 15 et 25%. L'absence de symptômes, c'est un signe indirect que le patient il a mis beaucoup de temps pour consulter. Des extrasystoles qui proviennent du ventricule droit, des QRS qui sont larges, les ESV interpolés et puis l'origine épicardique qui était pourvoyeuse également de développement de dysfonction. Donc, un mot sur le traitement de ces ESV. Donc, ce qu'il faut retenir, donc le message, c'est qu'on va jamais traiter ces extrasystoles. Le but du traitement, c'est pas de nettoyer l'holtère, c'est de plutôt traiter le patient. Donc, on l'a bien compris, si ces extrasystoles surviennent sur un cœur sain, le pronostic, il est bon, à condition d'être certain que c'est un cœur sain. Donc, vraiment, il n'y a pas d'indication à traiter ces extrasystoles, sauf si le patient, il est vraiment symptomatique. Et dans ce cas-là, on va utiliser plutôt, en fait, donc, on va essayer de supprimer les excitants, proposer des sédatifs, supprimer l'anxiété, donner des bêta-bloquants, mais surtout pas d'amiodarone, par exemple. On va pas augmenter le risque par rapport, donc, aux bénéfices. Et la deuxième situation pour ces extrasystoles à cœur sain, c'est chaque fois qu'on a constaté qu'il y a quand même une dysfonction ventriculaire gauche qui s'installe. Dans cette situation-là également, on peut proposer un traitement de ces extrasystoles ventriculaires. La troisième situation, c'est chez les patients qui ont une resynchronisation cardiaque. On a montré que lorsque ces extrasystoles sont fréquentes, elles vont diminuer la réponse des patients à cette resynchronisation. Et là également, c'est une indication à un traitement médical de première intention et en second lieu à une ablation si la localisation donc le permet. Donc bêta-bloquant de première ligne. Donc deuxième ligne pour les atteintes pour les ESV avec
dysfonction ventriculaire gauche ou bien avec une cardiopathie sous-jacente, donc on peut donner en fait de deuxième ligne des agents antiarythmiques de classe 1, mais jamais en présence de cardiopathie, par exemple. Par contre, l'amiodarone, c'est le seul antiarythmique, donc le plus souvent recommandé si on a des dysfonctions VG, si on a des séquelles d'ischémie, etc. Voilà, donc quelle est la place de l'ablation? Donc ablation, soit elle a un intérêt pronostic en matière, en fonction, si on a des cardiopathies sous-jacentes, etc. Sinon, comme je l'ai dit, pour les ESV sur cœur sain, c'est sauf si le patient est très symptomatique, ou bien on a une charge importante avec un début d'altération de la fonction VG, et ça doit être après échec du traitement médical. Voilà, donc pour retenir, ces ESV, elles sont fréquemment observées chez les sujets sains. La présence d'une cardiomyopathie, elle va augmenter la fréquence des ESV. Plus c'est fréquent, plus je dois penser à éliminer une cardiopathie sous-jacente. Et le pronostic, ça va pas dépendre vraiment de ces ESV en elles-mêmes, mais plutôt de la cardiomyopathie sous-jacente qu'il faut rechercher à partir d'une charge importante. Et puis, le deuxième take-home message en ce qui concerne le traitement, il faut jamais traiter des patients asymptomatiques si on a un cœur sain, pour en fait éviter un remède pire que le mal. Pour les extrasystoles sur cardiopathie, thérapie optimale, évaluer le risque surtout de mort subite, etc., stratifier le risque pour discuter de l'indication d'un éventuel défibrillateur. Et je vous remercie. Voilà. Merci, professeur Yousra. Et est-ce qu'il y a des questions? Merci. Puis en pratique, on fait un UCG à un patient hypertendu. On trouve une seule extrasystole à raideur 2. À partir de combien il faut envoyer au cardiologue? Parce qu'on ne sait pas sur les 24 heures, il y aura pas même Holter, est-ce qu'on a plus? Parce qu'avec une seule extrasystole, il faut l'adresser sur le cardio. Alors, l'hypertension, il y en a quelques hypertensions. Une seule extrasystole, c'est sur le tracé, en fait. Oui, sur les 10 secondes. Ça dépend des symptômes, mais on a une large indication, sincèrement, à l'Holter ECG. Pour un hypertendu, il faut vérifier le l'ionogramme, est-ce qu'il n'a pas d'hypocalémie, surtout s'il est sous diurétique, etc. Mais je pense que l'indication de l'Holter ECG donc doit être large. Voilà. Même avec une ou deux extrasystoles, il faut l'adresser sur le cardio. En fait, oui. Et voilà. Merci. C'est bon. Pour l'ablation, c'est la même technique que la fibrillation auriculaire. Alors, non, c'est pas la même Technique, hein. C'est des systèmes de cartographie, etc. C'est nos collègues rythmologues, et puis ils localisent bien l'extrasystole. C'est plus accessible pour certaines localisations que d'autres. Voilà. Je pense qu'on a commencé un tout petit peu en Tunisie. C'est pas de pratique très courante. Pour la fibrillation auriculaire, on fait plus de cartographie. C'est l'électroporation. On va directement on appelle la cachette. Et dans les extrasystoles ventriculaires, vous faites toujours la cartographie. Je sais pas. Non. Il se demande sur la technique d'ablation dans les ESV par rapport à la fibrillation atriale.